Valenti, notre modérateur, à qui il reste 1 minute pour nous parler de la plateforme d'éducation Schulberg 3 qu'il utilise dans la formation à la chirurgie de l'épaule. Philippe, tu as la parole. Oui, merci. Après des présentations aussi brillantes, je vais essayer de me résumer car j'ai qu'1 minute pour la formation à la chirurgie de l'épaule. Tu prends le temps que tu as prévu. Nous sommes tout écoute. Cette session est passionnante et cette passion justifie pleinement qu'on déborde. C'est très intéressant parce qu'en préparant ce topo, qui est pour la première fois, je faisais un topo sur la formation à la chirurgie de l'épaule, je me suis découvert petit à petit un intérêt. On passe. Donc, la chirurgie de l'épaule est devenue une chirurgie extrêmement spécialisée et nécessite la transmission d'un savoir à la fois théorique, pratique et scientifique. Théorique, eh bien, il faut passer par la base, les basiques, à savoir la connaissance de l'anatomie, la connaissance de la biomécanique, la connaissance de la plupart des pathologies. Pratique, il faut savoir faire un examen clinique de l'épaule, et ce n'est pas uniquement livresque, analyser des examens radiologiques, et heureusement que nos radiologues nous aident, et enfin, avoir une technique chirurgicale parfaitement adaptée à la pathologie. Enfin, le côté scientifique, car vous avez vu que la chirurgie de l'épaule évolue beaucoup ces dernières années. On a de plus en plus des cours de chirurgie de l'épaule, des congrès spécialisés sur les dernières avancées, et donc tout ceci fait partie de la transmission d'un savoir. Auparavant, car il faut quand même savoir comment était enseignée l'épaule auparavant, il y a une vingtaine d'années, eh bien essentiellement à l'hôpital. Nous avions des grands patrons, des assistants, des chefs de clinique, des internes, et tout ça, on se formait ensemble. Les plus expérimentés transmettaient aux suivants. Les staffs matinaux étaient essentiels, les staffs hebdomadaires, et là, on échangeait les discussions, les topos. On nous recommandait d'aller au laboratoire d'anatomie, car la dissection des parties molles au niveau de l'épaule, le positionnement des nerfs, il fallait absolument savoir où étaient les nerfs, comment on abordait une épaule, et donc la dissection sur cadavre était extrêmement importante. La bibliothèque aussi, la BU, on passait nos après-midi à la BU pour faire de la littérature. C'est comme ça qu'on apprenait auparavant à la chirurgie de l'épaule. La littérature était peu abondante. Il y avait la revue française, revue de chirurgie orthopédique, le JBJS, le Clinical orthopédique, les grosses revues, elles étaient peu abondantes. Et donc, on était orienté à lire absolument, faire des revues de bibliographie. Les congrès aussi étaient peu nombreux. On voyageait beaucoup moins que maintenant. Quand on avait les moyens, on allait à l'académie, aux États-Unis. Il fallait savoir parfaitement parler anglais, etc. Sinon, on allait à la Sofcote ou à une société régionale. Donc, voilà comment on se formait. Et surtout, je voudrais insister sur la notion de compagnonnage. Et c'est vrai que c'était notre mode de formation. On regardait, on aidait et on était aidé. Voilà comment on arrivait à acquérir à peu près une formation en chirurgie de l'épaule à l'hôpital ou en clinique privée. Puis je me suis rappelé un peu de mon expérience parce que je pense que ça, c'est assez important. À l'époque, j'avais demandé à mon patron d'aller à Melun, qui ne faisait que de l'épaule déjà en 1985. Et donc, j'allais, durant mes 2 années de clinica, passer une matinée et une après-midi avec Didier, qui me montrait comment on examinait une épaule, comment il fallait récuser certains patients qui avaient des problèmes psychologiques et qu'il ne fallait absolument pas les opérer. Et c'était une transmission, vraiment j'étais imbibé de la notion de l'épaule le matin. Et l'après-midi, il avait une grande salle d'opération avec 2 tables d'opération. Je l'aidais sur la première table, il m'aidait sur la deuxième table. Et j'ai passé 2 ans merveilleux avec Didier Pat, que vous connaissez tous, qui était qui était avec Monsieur Boutalier. Et donc, on aidait le maître et le maître vous aidait. Et c'était ce type d'information qu'on se formait. Alors aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Malheureusement, je pense que ça a un petit peu changé, mais les informations sont plus importantes aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'hôpital, le nombre de services formateurs a diminué, les contraintes administratives sont croissantes, les durées, les repos de compensation. Nous, on savait qu'après la garde, on allait aider dans le service. Maintenant, on n'a plus le droit.
etc. Donc, le nombre d'interventions faites par l'interne, le chef de clinique, est un petit peu moindre qu'auparavant, et donc cette formation est un petit peu moindre à mon avis. La faculté laboratoire d'anatomie de plus en plus coûteux, on sait la difficulté maintenant d'avoir un cadavre pour disséquer, mais on a des plateformes online. La littérature, on a une profusion de revues, profusion d'articles, et j'imagine que quand on est interne ou chef de clinique, on ne sait pas lequel choisir, quel est le bon article pour se former. On a une profusion de congrès, et donc des congrès nationaux, internationaux. Grâce à Paris maintenant, à Nice et à Annecy, on a des cours sur la chirurgie de l'épaule très spécialisés, donc qui permettent aussi de se former. Mais vous voyez que maintenant, il y a une formation, une possibilité de se former, mais un petit peu dans tous les sens. Et je dirais que le compagnonnage est encore plus important qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il existe toujours. Le compagnonnage, c'est à l'hôpital ou c'est en clinique privée. Et ce jeu rajoute maintenant le numérique et les nouvelles technologies, à la fois pour se former et pour améliorer notre qualité opératoire. Et je dirais que le compagnonnage est extrêmement important car le patron, le chef de service, le maître, entre guillemets, doit connaître tout ce numérique, car il doit orienter le jeune chirurgien ou les chirurgiens déjà élaborés vers certaines plateformes d'éducation. VuMedi, qui est une plateforme vidéo où vous avez accès à des films en ce qui concerne l'orthopédie, puis même YouTube, vous voyez la chaîne de l'Académie nationale, et je trouve ça extrêmement bien. Maintenant, les réseaux sociaux, il faut se méfier aussi, car les réseaux sociaux mettent des techniques chirurgicales sur LinkedIn. Est-ce que ces techniques sont bonnes? Est-ce que ces techniques sont pas bonnes? Est-ce qu'on peut les suivre? Instagram, Facebook. Et c'est là où le compagnonnage est très important, car ça permet aux jeunes d'éviter des écueils, car l'information est massive, elle est profuse, et malheureusement, parfois, elle n'est pas toujours bonne. Donc, le compagnonnage est vraiment important. Les nouvelles technologies, on l'a vu, ça a été parfaitement développé et je crois qu'elles doivent être connues. Elles nous servent à mieux nous former, à mieux prendre en charge les patients. Et c'est vrai que pour poser maintenant une prothèse d'épaule, vous avez vu que on a des moyens technologiques modernes, extrêmement fiables et qu'il faut savoir utiliser. Donc, il faut être enseigné. Et enfin, l'intelligence artificielle, comme vous en avez parlé, est, à mon avis, l'avenir. Donc, nous avons décidé en 2018 de faire une plateforme d'éducation. Nous avions un comité scientifique international, Pascal, tout le monde et Gilles Walsh, tous les Européens, etc., font partie. Cette plateforme d'éducation, vous l'avez en ligne et elle est parrainée par des sociétés savantes. Elle est d'accès libre, gratuite. Ça, c'est très important. Elle est dédiée à l'éducation de chirurgien de l'épaule, en formation ou en exercice. 3T, ça veut dire technique, tips and tricks. C'est visible en direct et c'est visible en replay. Vous avez des informations, bien sûr, via tous les réseaux sociaux. Ça a été le début. Donc, notre mission à Shoulder 3T en 2018, c'était de fédérer les meilleurs chirurgiens expérimentés de l'épaule dans le monde et leur demander de partager leurs pratiques, des gestes simples, courants. Et la pratique, le geste, la transmission, l'échange sont les clés de la formation. Voilà, c'était notre mission. Bien sûr, toutes les sociétés savantes nous ont parrainés dans ce sens. Nous nous adressons aux jeunes, à celui installé et aux chirurgiens confirmés à la fois à l'international et en France. Quand vous allez sur le site, vous avez déjà la possibilité de voir les techniques chirurgicales pour les prothèses d'épaule, pour l'instabilité, pour la coiffe des rotateurs, les transferts tendineux.
Vous avez aussi les lectures et les présentations que nous avons faites dans les congrès internationaux à Paris tous les ans, où vous avez accès directement en ligne. Nous avons développé, avec la période du Covid, des webinars sur cette plateforme. Et récemment, avec Jean-David Vertel, nous avons décidé de faire le premier mardi de chaque mois une discussion de cas cliniques en direct sur un sujet avec 4 à 5 invités internationaux pour discuter de 3 cas cliniques. Donc, avec Jean-David, nous choisissons 3 cas cliniques. Nous les présentons aux 5 experts. Tout ceci en direct. C'est le premier mardi de chaque mois à 21h. Donc, sur cette plateforme, nous avons maintenant 1370 chirurgiens de l'épaule qui suivent tous ces événements. Nous en avons environ 400 à chaque webinar et nous contactons via Facebook, Instagram, LinkedIn pour donner les informations à 3300 chirurgiens. Vous voyez, par exemple, ça, c'est le 5e shoulder board que nous allons effectuer mardi, premier mardi d'avril. Nous passons cette information avec 4 experts mondiaux, 3 cas cliniques et 1 heure de discussion interactive. Nous avons généralement pour ces shoulder boards environ 400 inscrits. Il y a plus de 50 nationalités qui suivent ces discussions. C'est un staff international, comme on ferait un staff à l'hôpital une fois par semaine. Le taux de présence, vous voyez, est 60%. Ce qui est très intéressant, c'est que les gens peuvent poser des questions, on répond à ces questions, et il y a 75% de fidélité. Vous voyez ici, par exemple, c'était le shoulder board à propos des échecs de prothèses inversées. Vous avez en bas à gauche Mark Frankel de Tampa, vous avez Gilles Vache de Lyon, vous avez William Levin de New York, Jean-David, vous avez John Sperling de Mayo Clinic, et nous, avec Jean-David, on anime cette session, c'est-à-dire qu'on présente 3 cas cliniques et chacun donne son avis. Voici ici l'exemple que j'avais proposé d'une prothèse inversée décellée, douloureuse, sans signe d'infection, et je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'ils comptaient faire? Et tout ceci est enregistré pendant 1 heure, et au bout d'1 heure, ceci est visible la semaine suivante en replay. C'est une période, c'est un moment assez confraternel, car c'est vrai que on avait l'habitude de se voir dans les congrès, maintenant on se voit en visio. Les gens sont globalement très contents de participer à ce type et je pense que c'est une formation extrêmement solide puisque c'est les meilleurs au monde qui parlent de leur expérience à propos de cas cliniques que nous présentons. Vous voyez, là c'est un résumé un peu des 6 derniers mois. On avait environ 400 inscrits, 250 participants, 55% de présence. Vous avez des commentaires, vous voyez, vous avez 40 questions, 80 questions, 120 questions, 77 questions et on y répond. Le nombre de nationalités, 55, 20% de Français, 10% d'Américains, d'Anglais, Afrique du Nord aussi, donc de tous les continents. Donc, il faut remercier les industriels, car il faut que les industriels nous aident pour faire vivre ces plateformes de formation, d'éducation. Et je tenais à remercier tous les industriels qui participent au financement de cette plateforme. Donc, en conclusion, je pense que les messages, c'est que la formation à la chirurgie de l'épaule, qui est une chirurgie extrêmement spécialisée, doit bénéficier à la fois du compagnonnage et des supports numériques online. Le maître, entre guillemets, est extrêmement important car il doit orienter la formation avec tous ces supports numériques pour éviter de nombreuses erreurs. Vous voyez que maintenant, vous avez l'hôpital, vous avez des cliniques privées qui forment aussi les jeunes chirurgiens. Je pense beaucoup au mimétisme de l'expérience. Il faut appartenir à une école. Appartenir à plusieurs écoles, à mon avis, peut entraîner des risques. Il faut surtout appartenir à une école et aller voir ce qui se passe ailleurs, être aidé par un chirurgien plus expérimenté et essayer de profiter au mieux de tous ces supports numériques. La plateforme Schuldler 3T est d'accès libre pour tout le monde, donc je pense que c'est extrêmement important. Enfin, dernier message, le compagnonnage toujours utile, il n'est pas mort, pour transmettre le savoir issu de l'expérience, orienter la formation via le numérique et inciter l'utilisation et le développement de nouvelles technologies telles que la navigation, telles que la réalité mixte, tout ce que vous a présenté Jean-David, Pascal et Pierre-Henri et André.
car c'est la chirurgie du futur et on doit l'enseigner. Et c'est à nous aussi de transmettre, même si dans 15-20 ans, la chirurgie sera différemment. Il faut participer, il faut avancer vers la robotique qui est l'ultime but. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette séance de cet après-midi. J'espère que cela vous a intéressé. Et je remercie aussi beaucoup les orateurs qui ont pris du temps et qui ont transmis leur passion et leur envie. Merci beaucoup, Philippe Valenti. C'était une très, très belle session, très enrichissante, qui recoupe dans l'enseignement ou les enseignements, recoupe complètement les préoccupations actuelles de l'Académie. Ces préoccupations s'expriment dans les rapports annuels qu'elle écrit depuis quelques années. Le rapport 2019 traitait le développement de la chirurgie robotique avec Jean-Claude Coffignal. Le rapport 2020 traitait la formation des chirurgiens avec Olivier Farge. Pour 2021, nous allons nous tourner vers la pratique interventionnelle. Tous ces rapports, toutes ces réflexions débouchant sur une nouvelle, une modernisation inévitable des lieux de formation à la chirurgie, qui peuvent être publics et privés, mais qui seraient de véritables écoles de chirurgie très équipées avec tous les types de matériel et la participation de tous les experts, comme tu nous l'as montré, et les experts nationaux et internationaux, sans oublier le maintien d'une formation très poussée à l'anatomie. Nous vous remercions tous. L'heure a tourné, mais nous avons passé une excellente session. Bon après-midi. Merci à tous.